Bonsoir, bienvenue dans Talkback GP pour le dernier débrief de la saison 2025. Alors un dernier débrief un petit peu particulier et je dirais même exceptionnel puisque outre Michel Turcot et Thomas Morcellino, eh bien on a le plaisir de recevoir ce soir Johan Zarco. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien un petit clin d'œil à notre partenaire sans qui nous ne serions pas là et même sans qui nous ne serions plus là. À tout de suite. Alors voilà, comme promis, eh bien, on va retrouver tout de suite notre invité exceptionnel ce soir en la personne de Johan Zarco. Bonsoir Johan. Salut. Alors Johan, la première question, j'allais dire elle est toute bête mais elle s'impose. Comment ça va après cette saison XXL, même si demain il y aura encore les tests, mais j'imagine que... Et je pense que c'est un sentiment qui est partagé par l'ensemble des pilotes. Ça fait du bien d'arriver au bout. Je pense que voilà, on va pouvoir souffler maintenant. C'est un peu dans cet état d'esprit que tu arrives à cette fin de saison. Oui, ça va bien. Mais clairement, 22 courses, ça a pesé. Ça a pesé physiquement, mentalement. Du coup, content que ça se termine. C'est vrai que je vais être encore sur la moto demain. Donc en fait, il y a pas non plus pour l'instant de moyen de trop se relâcher parce que le simple fait de monter sur une moto GP, il faut rester concentré, prêt au combat parce que c'est intense les 300 km/h et mener à bien mon travail avec Honda, me mettre en mode test, c'est-à-dire je rentre en piste, je fais peu de tours, j'essaye des choses, je repars, donc beaucoup de runs. Plein de choses différentes et pouvoir donner un commentaire le plus précis possible. Donc là, pour l'instant, c'est encore concentré pour atteindre ça, pour pouvoir faire ça le mieux possible, sans chuter, et du coup terminer mardi à se dire, allez, là, je quitte Valencia pour de bon. Mais oui, quand même soulagé de terminer les courses, parce que 44 départs, c'est pas rien, avec ces sprints. Et j'étais content dimanche de passer la ligne d'arrivée. Même si 12e, c'est pas fabuleux. J'étais pas content des sensations sur la moto. Et depuis beaucoup de week-ends, je suis pas vraiment satisfait des sensations. Mais au moins, je vais jusqu'au bout. Je suis pas blessé. Et ouais. Et voir un drapeau à damier, c'est une première satisfaction. Donc, je suis content que la compète elle soit terminée et que maintenant je peux rentrer dans mon programme de sponsors, d'hiver, de sollicitations jusqu'à mi-décembre, mais avec l'esprit moins stressé parce que pas de compétition. Alors justement, par rapport à hier et par rapport à ce que tu viens de dire sur ta fin de saison, l'objectif de rester premier pilote Honda, il est atteint, bien évidemment. T'as pas réussi à revenir dans le top 10, mais globalement, on regarde plutôt, de ton côté, on regarde plutôt le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, sachant que malgré tout, comme tu l'as dit, c'est une saison avec 44 départs, donc énormément de risques. T'as beaucoup chuté et heureusement, tu t'es jamais blessé sérieusement. Quel regard tu portes justement sur cette saison ? Je pense que quelle que soit la situation de vie, il faut réussir à voir le verre à moitié plein. Pour ma part, c'est pas difficile de le voir à moitié plein parce que je suis pilote MotoGP, tout va bien. Il y a eu cette victoire au Grand Prix de France. Clairement, je veux pas qu'on me l'enlève et je suis bien content de l'avoir eu. On a discuté avec Canal hier. Ils sont venus à l'hospitality, ils commençaient aussi à décompresser un peu et on se disait est-ce que parce qu'il y a eu cette victoire, eh ben ça vaut toutes les galères qu'il y a eu après sur autant de courses parce que je vraiment pas réussi ma deuxième partie de saison. Et Louis Rossi me disait mais
mais il n'y a pas photo. Et prends la victoire, même si tu manges de la merde après, mais prends-la cette victoire. Et même Jules Doran lui me disait la même chose. Je lui dis, je suis d'accord. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais le compétiteur aimerait être plus régulier pour surtout mieux vivre 22 courses, parce que 22 courses, c'est 22 semaines qui s'enchaînent. Et, euh, et juste en équilibre de vie, on a envie qu'il y ait plus d'enthousiasme à chaque fois, grâce à de bonnes sensations, grâce à de beaux résultats à aller chercher, la motivation du podium à chaque fois, ça porte beaucoup quand on sent qu'on se bagarre pour des belles places. Donc l'idéal serait ça. Mais clairement, est-ce que c'est mieux d'avoir une saison moyenne toute l'année ou une victoire et ensuite beaucoup de galères? Ben, en tout cas, l'image de Louis Rossi, c'était prendre la victoire. Du coup, oui, à moitié plein, parce que ça, j'aurais jamais pensé le vivre. Et franchement, Honda a bien évolué quand même. Puis c'est vrai que je reste premier pilote Honda, donc c'est pas rien. Ça permet d'ancrer ma place au sein de l'usine Honda, de la marque Honda, qui est au-delà du team HRC, où il y a les deux pilotes officiels. Il y a beaucoup de choses à faire chez Honda. Michel? Ouais, enfin, ma question portait sur justement cette victoire à Suzuka, parce que tu dis, bon, c'est vrai que ta victoire au Mans, elle a créé peut-être trop d'attentes, qui a généré un peu de déception, de frustration par la suite. Mais il y a eu Suzuka qui peut-être t'a coûté aussi en termes d'énergie. On en a beaucoup parlé cet été. Parce qu'il y a la course qui est épuisante. On t'a vu. Moi, j'étais avec toi. Je me souviens de ce dernier relais où t'étais complètement, c'était hallucinant dans l'état dans lequel tu te trouvais. Il y a eu ces voyages avant, ces 2 séances d'essai entre les grands prix. Donc finalement, est-ce que c'est pas plus cette victoire qui te coûte? On a parlé d'une saison extra longue, 22 courses, il n'y avait jamais encore eu. On n'avait jamais fait plus que 20. Finalement, l'année prochaine, tu es censé y participer à nouveau. Ça va tomber entre 2 grands prix début juillet. C'est pas too much, tout ça? Si je pense que conditions pilote MotoGP, le Suzuka de l'an prochain, en tout cas, il est pas bien positionné. Et même le Suzuka que je fais depuis 2 ans, bah, c'est pas l'idéal si on veut faire tout parfaitement MotoGP. Mais le fait de jouer la carte 100% Honda et être le bon soldat pour, euh, pour que Honda puisse compter sur moi, ça me plaît, cette position. Après, sur 22 courses, MotoGP, c'est jamais simple de se dire on sera parfait tout le temps. On essaie de tout optimiser. Il faut bien comprendre qu'il y a un moment, il y aura des difficultés. Et cette année, oui, Suzuka, il m'a coûté cher. Il m'a coûté cher parce que la semaine à Suzuka, elle est agréable. Le circuit, il est top. La moto, c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure. Et mon coéquipier, il roule vite. Et en général, sans savoir 2 coéquipiers qui roulent vite. Et ce qui, en fait très mal cette année, c'est qu'on était 2 pilotes. Parce que quand on est 3 pilotes, la course reste éprouvante, mais elle se gère. Et comme je dis, quand on a la meilleure moto avec les meilleurs pilotes dessus, il y a il y a le stress de pouvoir gagner parce qu'on est un peu sous pression. Il faut gagner, mais c'est quelque chose de quand même largement faisable. Mais là, à 2, le corps, il a atteint une limite que c'était difficile de monter sur la moto, d'être sur la moto parce que j'étais en crampe. Je pense que j'ai atteint une limite de corps et ça, j'ai eu du mal à récupérer de ça. Et du coup, également, le fait ça atteint physiquement, mais de moins faire de pause l'été, de pas en avoir et de me dire, allez, je vais finalement de faire plus, ça va donner du plus. Et ben, j'ai craqué mentalement aussi parce que j'ai presque eu un effet de trop plein où la nuit, je rêvais moto, je rêvais de mire, de Marini, de pièces de moto et je me réveillais le matin en étant énervé. Et du coup, si même mes nuits, je me récupère pas, et ben, un moment sur septembre, ça m'a beaucoup coûté. Donc, participer à Suzuka, moi, je pense que ça reste une bonne chose parce que c'est cool. Et, et mais en fait, faut apprendre à le gérer encore mieux que ça. Et cette année, ça va. Je pense que l'an prochain, j'aurai une bien meilleure gestion que ce que j'ai fait cette année.
Johan, par rapport à ce que tu viens de dire, on en avait parlé. D'ailleurs, je t'avais eu en interview pour le site officiel de l'Endurance et tu nous avais dit que pour 2026, finalement, tu ne ferais qu'une seule séance d'essai en préparation des 8 heures de Suzuka. Mais on a compris ce que ça avait impliqué au niveau physique, etc. Après, ce que je voudrais qu'on aborde maintenant, je pense quand on continuera avec Michel, c'est le côté matériel. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, etc., comme quoi tu étais maltraité, comme quoi tu n'étais pas respecté par le HRC. Comment ça s'est mis en place? C'était connu dès le départ que tu aurais du décalage avec les pièces que essayaient Marini et Mir, ou comme on l'a expliqué notamment avec Michel dans les différents débriefs, en gros, le HRC travaille avec un pool et en fait, chacun essaye dans son coin des pièces qui peuvent être écartées à un moment, puis revenir à la suite. Comment vous travaillez effectivement? Est-ce que tu peux éclaircir ce point pour tous les gens qui ont fait des scénarios incroyables et impossibles et inimaginables? C'est vrai que ça s'est envenimé courant août, parce que j'ai également j'avais mon contrat de 2 ans assuré, mais en ne sachant pas vraiment quelle équipe aller si je reste LCR, sur laquelle je me sentais très très bien et dans laquelle je me sens toujours bien. Et cette idée de dire est-ce que je prends la responsabilité d'être le vrai pilote officiel, et parce que je n'avais pas une sensation d'être désavantagé en étant chez LCR. Mais c'est vrai qu'après l'été, il y a eu ce feeling d'être pas aussi bien servi que les 2 pilotes officiels, et j'ai eu un vrai sentiment d'injustice parce que justement, j'ai voulu être ce bon soldat auprès de Honda. Ils pouvaient compter sur moi. Dès qu'ils ont voulu rajouter une séance d'essai pour Suzuka, j'ai dit oui, j'ai pris l'avion et j'ai fait des allers-retours au Japon. Ensuite, du coup, il y a la course. Ils n'arrivent pas à avoir 3 pilotes. Bah, avec Takumi, ok, on va assurer à 2. On a la victoire. Du coup, ça ne fait pas de pause pendant l'été. Et on relance la saison. Et là, en relançant la saison, j'entends qu'il y a des pièces qui ont été essayées que moi, j'aurais pas, parce que on me le dit pas pourquoi, ou il y en a pas assez, ou c'est une question d'homologation, etc. Du coup, sur le coup, je me dis, bon, ben, ça va, je ferai avec. Mais quand je vois les autres qui commencent à devenir meilleurs que moi, ça commence à renforcer ce sentiment d'injustice. Et c'est là où je commençais à dire à émettre le souhait de passer à HRC et de l'annoncer même publiquement en disant je mérite cette place. Et c'est même pas une question de mérite, c'est juste que c'est la position si je veux être servi à fond. J'avais envie d'être supporté par Honda après cette aventure Suzuka où la connexion avec les japonaises, avec les japonais, fallait que les japonaises, pardon, avec les japonais. Elle devenait très forte, et du coup je dis ben faut être porté comme ça sur le MotoGP aussi. Et en fait ça ça a créé de la confusion parce que le problème de pièces, à un moment donné, Honda n'avait du mal à servir tout le monde. Après, il y a également une sorte de système au HRC qui est énormément contrôlé par un groupe de, de personnes européennes qui travaillent au HRC et qui ont un peu fait leur sauce, et sans doute qui a un peu pénalisé Lucio. Du coup, moi, enfin, c'est un petit monde et à un moment, chacun joue ses cartes. Et ça, en fait, sans même que les Japonais puissent complètement gérer. Et c'est ça qui m'a mis en fait des bâtons dans les roues, ou qui m'a fait galérer. Et sur le papier, en matériel, à un moment donné, presque il n'y avait pas énormément d'écart, mais ça a joué beaucoup sur mes nerfs, mon stress et du coup mes erreurs. Et c'est là que ça rentre dans une spirale très négative. Et également, au niveau des pièces, en fait, Honda avait tellement fait de nouvelles motos en début d'année qu'on n'a pas validé. Eh bien, toutes ces pièces, tout ce budget, il a été mis à la poubelle parce que c'était un projet raté. Et du coup, pour renouveler toutes ces pièces, le nouveau projet, on va dire, qui a grandi pendant cette année,
eh ben, il y avait un peu plus de limites parce que ils peuvent avoir quasiment un budget illimité, mais c'est des grandes compagnies, du coup, ils se réservent un certain budget pour certaines pièces. Et en effet, la priorité, ça restait HRC, même si moi, j'étais le pilote Honda qui avait le plus de points. Et, et ensuite, quand ils m'ont dit, bah non, on aide Zarco, on lui donne quand même une moto, eh ben, en fait, ça a créé beaucoup de désordre dans l'équipe, nous, dans notre travail, parce qu'en fait, même si elles se ressemblent, les motos, les sensations sont très fines. Et c'était 2 motos différentes que j'avais dans le box. Et pour gérer nos séances, avec le kilométrage qu'il faut gérer entre les moteurs, eh ben, il fallait que je roule sur une moto le vendredi, et le samedi, au moment où il faut performer, il faut que je roule sur l'autre, mais je me suis pas habitué. Et là, pareil, à chaque fois que je monte sur la moto soi-disant bonne, c'est le moment où je dois performer. Du coup, je suis plus un peu, enfin, il y a du stress, on y met plus de tension, ça marche moins bien, mais mes sensations sont pas pareilles. Ça a été très dur de gérer ça, même si on était conscient du problème, on pouvait pas faire sans. On était obligé de faire avec. Et jusqu'à la Malaisie, où là, hum, dans les 2 motos, un moteur n'avait presque plus besoin de rouler. Du coup, on s'est dit, bah tiens, on roule que sur une moto. À ce moment-là, bon, on roule que sur une moto, donc faut plus chuter non plus, parce qu'on en a qu'une. Et mais pour moi, le travail sur la nouvelle moto, il, il devient stable que depuis la Malaisie. Donc en fait, grosso modo, j'ai fait 3 courses dessus, et c'est là que j'ai essayé de me reconstruire depuis la Malaisie, ce qui m'a permis quand même de revenir sur les 2 dernières courses européennes avec un peu plus de confiance et de plaisir d'attaquer sur la moto, même si les sensations sont encore dans le dur. Michel. Ouais. Oui, Johan, cette année, il y a eu un gros changement chez Honda. C'est quand même l'arrivée de Romano Albesiano, donc qui était le responsable directeur technique chez Aprilia. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce que tu as vu changer toi cette année dans le fonctionnement entre la structure européenne basée désormais en Italie et le Japon? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui fonctionne mieux? Qu'est-ce qui fonctionne différemment? C'est parce que moi, en tant que pilote, c'est dur à répondre ça, parce que les ingénieurs pourraient mieux répondre que moi, admettons Befi ou même David. Mais j'ai souvenir d'entendre Befi dire que quand même, grâce à Romano, les choses bougent plus vite. Je sais plus c'était pour quelle pièce, c'était de l'aéro où les Japonais, après un test, on aurait pu voir que ça fonctionne correctement. Et les Japonais, ils auraient dit, OK, bon, on attend, on va faire de cette manière-là, donc ça arrivera 6 courses après. Enfin, la méthode japonaise. Et là, Romano a fait bouger les choses en disant non, ça, on a les moyens de l'avoir la semaine prochaine, on le fait. Et voilà, ce côté, à un moment, on a les moyens de le faire, on avance. Et je crois que là, sur ça, Romano, ça aide les Japonais à agir différemment. Ouais. Après, techniquement, sur une philosophie de moto, de conception de moto, là, c'est vraiment un domaine d'ingénieur, et j'ai du mal à dire à quel point il a réussi à changer les choses déjà maintenant, ou à quel point il arrive à diriger l'ADN japonaise d'une moto vers quelque chose d'autre, je sais pas, parce qu'après la Honda reste quand même une moto japonaise avec son ADN japonaise. Johan, par rapport à la performance de Luca Marini, qui termine 7e et qui va donc qui fait que Honda du coup passe de la catégorie D à la catégorie C en termes de concession. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Vous allez évidemment faire moins de tests. Est-ce que, comme visiblement l'accepter les Japonais, c'est une reconnaissance du travail qui a été fait cette saison? À quoi vous allez vous attendre pour la saison prochaine? Alors, ouais, c'est un objectif pour Honda important. C'est vrai que c'est
question de fierté, d'honneur, de ne plus être dans cette concession D qui était genre la concession des nuls, enfin de ceux qui galèrent, pour pas dire les nuls. Voilà, un peu d'honneur à monter en catégorie, à être, oui, moins aidé, mais si on est moins aidé, ça veut dire qu'on est meilleur. Et on m'a déjà posé la question, est-ce que mon calendrier allait changer? Moi, finalement, les concessions et les opportunités de tester davantage, euh, moi, j'ai pas eu de test en plus supplémentaire. Enfin, en 2 ans, j'ai eu un roulage au Mugello où en plus il avait plu, tout ça. Du coup, enfin, on a fait tout juste une après-midi. Et, euh, et cette année à Barcelone où j'ai eu 2 trains de pneus parce que Aleix Espargaro était blessé. Donc en fait, moi, grosso modo, il n'y a pas de test supplémentaire pour moi en tant que pilote LCR, même si j'ai la moto officielle dans le box avec LCR, mais j'ai, on va dire, pas le même programme que les pilotes officiels. Donc eux auront moins de tests, c'est sûr. Après, moi, c'est peut-être la gestion des kilomètres, du kilométrage des moteurs, parce que je sais pas si en concession C, on perd quelques moteurs, si on est moins libre, enfin, je connais pas le règlement, mais si admettons on a moins de moteurs, ça peut-être, ça peut être plus difficile parce que cette année quand même, on en a passé des moteurs et c'était bien s'il y a un problème, on peut en avoir un autre. Et en général, si on veut éviter des problèmes et pour assurer le kilométrage, on baisse les tours minutes. Du coup, on perd de la puissance. Et, et ça, j'ai l'impression que ça peut nous coûter sur toute une saison l'an prochain. Alors, j'ai sous les yeux le règlement. Ça, je vais te renseigner. Hein, on va renseigner ceux qui nous écoutent aussi. Donc, en passant de D à C, le nombre de wildcards ne change pas. En revanche, effectivement, tu n'as plus que 8 moteurs, 7 moteurs au lieu de 9. Moins d'essais. Et c'est surtout le fait d'avoir moins d'essais, c'est qu'on a moins de pneus, parce qu'on rappelle que les quantités de pneus sont limitées. Dans la catégorie D, il y a 260 pneus qui sont fournis par Michelin, et dans la catégorie C, on n'est plus qu'à 220. Donc, il y a 40 pneus en moins. La catégorie D, tu as le droit à faire des tests sur n'importe quel circuit, alors que quand tu es pas en C, il y a plus que tu as 3 circuits à définir en début d'année pour faire tes essais. Donc voilà. Et évidemment, le développement moteur est figé, mais bon, ça, on sait que de toute façon, plus grand monde hormis Yamaha qui va développer son V4, les moteurs seront figés, puisqu'en 2027, on va passer à tout à fait autre chose. Exactement. De toute façon, le changement de règlement et de moto, ces nouveaux projets qu'il y aura sur 2027, c'est des projets sur lesquels ils vont bosser dès 2026. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas à s'alarmer à avoir moins d'essais, moins de pistes d'essais, moins de pneus pour pouvoir rouler. Parce que si le projet 2026 fonctionne correctement d'entrée, eh ben, il vaut mieux tenir cette bonne moto 2026 et faire une top saison dessus. Parce que pendant qu'on évolue dans une saison, il y a rarement une pièce magique qui fait gagner une seconde au tour et du coup qui nous passe de 10e à premier. C'est vraiment trouver le bon équilibre de la moto et garder cet équilibre sur toutes les courses, sur tous les circuits, changement d'asphalte, changement de conditions. Et, et ça, quand on a la même moto du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, eh ben c'est plus facile pour jouer ensuite avec ces réglages parce qu'on sait comment la moto va se comporter. Alors que quand on a une moto différente plusieurs fois dans l'année, il faut se réadapter à cette nouvelle moto. Donc moi, je trouve que ça va pas perturber. Il y a que le nombre de moteurs qui, justement, on va peut-être devoir baisser en puissance pour assurer sur le kilométrage. Et après, curieux aussi de voir comment va avancer le projet 27.
et à quel moment je pourrais essayer cette moto. Ouais, justement, Johan, ce 2027, donc ça va rebattre les cartes. Tu es avec Diogo Moreira le seul, enfin vous êtes les deux seuls pilotes à avoir un contrat pour 2027, donc tu t'es assuré de pouvoir découvrir cette nouvelle moto. On l'a dit, nouveau pneu, on va passer des Michelin au Pirelli, un moteur 850 cm3, un peu moins d'aéro et surtout plus de ride high device, de correcteur d'assiette, tout ce qui permet de baisser la moto au départ, en sortie de virage, etc. On va revenir à une moto plus, on va dire classique. Ce qu'aiment les Japonais finalement, parce qu'ils ont jamais trop apprécié toutes les évolutions techniques amenées par Ducati et par les Italiens, les Européens. Donc est-ce que toi, qui es aussi un pilote qui est capable de t'adapter très vite à de nouvelles choses, est-ce que malgré ton grand âge, puisque tu auras 36 ans en 2027, est-ce que ça peut pas être l'année de Zarco cette saison 2027? Et ça serait beau, et j'y crois. J'y crois euh, parce que comme j'ai l'impression que c'est beaucoup une question de gestion. Une fois que les choses fonctionnent bien, faut savoir gérer. Je me dis, avec toute cette expérience, je vais réussir à gérer si ça se passe bien. et, et oui, ça va être une année où il y a des opportunités vont se présenter, parce que tout le monde ne sera pas en place tout le temps. Et j'ai envie de choper ces opportunités pour faire une superbe année. Et quand les résultats sont bons, ça fait un tel bonheur, parce que je vibre tellement pour la moto, pour la performance, que je serais trop content de profiter de ce changement. Et c'est vrai que Honda ou les Japonais, on dirait que leur moto, et j'ai l'impression que c'était comme ça avant, était tellement bien équilibrée qu'en fait, quand on s'est mis à rajouter de l'aéro, etc., et beaucoup de choses pour faire évoluer la moto, on va dire, après, ça leur a mis des freins, ou ça a déséquilibré leur moto qui était super équilibrée. Et les européennes, qui sont peut-être un peu moins équilibrées, eh bien, ils utilisaient l'aéro, ils utilisaient le device presque pour régler un problème. Alors que les Japonais n'avaient pas de problème. Et du coup, eux, quand ils ont rajouté ça, ils se sont créés un peu des choses qui ont perturbé. Alors justement, enfin pour rester sur ce sujet, Johan, j'ai discuté avec Dalinia ce week-end en lui demandant comment ils voyaient un petit peu qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir inventer pour 2027, puisqu'on va leur enlever tout ce qu'ils ont créé. Hein, et il me dit, de toute façon, la clé en 2027, ça sera la vitesse de passage en courbe, avec les Pirelli et des moteurs moins puissants. Donc moins de gros freineurs, ça peut être pas mal pour toi, ça. Carrément. Je regarde beaucoup les courses Moto 2. Je suis vraiment impressionné par leur chrono. Et les Pirelli, pour ça, je suis impressionné aussi par ce qu'ils sont capables de faire, parce que on se disait que le Pirelli, il est performant que quelques tours et après il vaut plus rien. Franchement, les Moto 2, ils font des belles courses avec des chronos très réguliers. Et en plus, ils ont aussi le super chrono quand le pneu est neuf. Du coup, les motos, les teams ont réussi à adapter les motos un peu à ces pneus-là. On voit que les motos, sur les ralentis, elles bougent beaucoup, mais le pilote ne subit pas tous ces mouvements. Donc en fait, le pneu bouge énormément, et toutes les suspensions, il y a tout ça qui absorbe. Et ouais, les chronos sont impressionnants. Du coup, je me dis, j'observe ça beaucoup en me disant, il y a quelque chose à comprendre et à aller chercher. Et je vais apprendre de Moreira là-dessus, parce que même dès l'an prochain, lui, il va découvrir la Michelin. Mais du coup, avec cette habitude qu'il aura des Pirelli, il aura une certaine exigence. Et je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il dit pendant ses roulages, pendant qu'il va évoluer. Et moi, ouais, je crois que ça peut donner des opportunités. Le fait déjà d'anticiper ça, de connaître toutes les pistes. Tout le monde connaît toutes les pistes, mais c'est vrai que j'ai cette tendance à avoir quand même une vitesse de passage naturelle et être un peu moins bon au freinage. Donc, comme tu dis, après le freinage, celui qui est bon au freinage, il est bon dans toutes les catégories, et c'est Acosta. Et dès la Moto 3, où on se dit, la Moto 3, ce sera pas le freinage qui va faire la différence,
il a tué tout le monde. C'est un bon freineur. Et il est arrivé en Moto 2, il a tué tout le monde. Et il est arrivé en Moto GP, il a failli tuer tout le monde. et, et il a su s'adapter super bien. Donc en fait, le pilotage en général, le freinage, c'est une partie super importante. Et pour ça, moi, j'ai quand même envie d'évoluer. Mais au moins, ce naturel à passer vite en virage, ça va peut-être plus m'aider que ce que ça m'aide maintenant. On voit avec Boulega que l'utilisation justement du freinage avec le Michelin et le Pirelli est très différente. Hein. C'est ce qu'il expliquait. Ça a été sa difficulté aussi à lui de s'adapter, au-delà de s'adapter à une MotoGP qui est beaucoup plus complexe en utilisation. Il y a cette façon de freiner avec le Pirelli. Il faut freiner très fort tout de suite et avec il faut être plus progressif pour avec le Michelin, quoi. J'ai pas entendu ces commentaires et je peux pas savoir. Je n'ai jamais roulé sur des Pirelli parce que j'ai toujours été fidèle à Michelin. et, euh, et, euh, et je verrai. Mais je pense que je vais apprendre l'an prochain en écoutant un peu Morera et en regardant aussi comment s'adapte Toprak. Parce que je serais vraiment curieux de voir si Toprak chute ou pas, beaucoup, parce qu'il a l'air incroyable sur ses freinages en superbike. Et est-ce qu'il va chercher à faire la même chose sur cette Yamaha avec les Michelin d'entrée? Au feeling, je me dis, s'il essaie de faire pareil, il va tomber. Peut-être non, parce qu'il a aussi un feeling, un talent naturel et il saura s'adapter. Mais voilà, assez curieux de voir en fait un pilote de superbike très atypique et Morera dans cette construction de sensations. Qu'est-ce qui en sort? Johan, parce qu'on va arriver au terme de ta disponibilité, on t'en remercie encore une fois. Juste, je voulais pour conclure ton passage, ton regard sur cette saison 2025 et évidemment sur la performance de Marc Marquez, et puis d'une façon générale, quels sont si on peut aller comme ça dans ce sens, les pilotes qui t'ont surpris, Alex, Bezzecchi, etc. Juste un petit regard rapide sur ton analyse de cette saison 2025. Marc, il a remis l'église au milieu du village. Il était... moi, je voyais il a toujours été très, très, très fort. Et là, ça faisait plaisir pour lui de voir qu'il retrouve son excellence comme ça. Parce que je pensais vraiment qu'il allait nous écraser dès qu'il monte sur la Ducati. Quand je l'ai vu faire ses 3 premiers tours sur la Ducati en novembre 2023, je me suis dit, il va tout gagner tout de suite. Et non, ça s'est pas passé comme ça. Du coup, je me suis dit, tiens, même lui a besoin d'un temps d'adaptation. Mais ensuite, là, sur la Ducati rouge, c'était juste incroyable. Et du coup, je suis encore plus fier que les fois où il n'a pas gagné. Et moi, j'étais devant lui sur le podium, Le Mans et Silverstone. Donc, ça a une certaine fierté à se dire, tiens, moi, les 2 podiums que j'ai faits, il y avait Marquez derrière. Et ça, c'est juste pour mon ego. Pour mon ego et pouvoir faire le malin autour de la table à l'apéro cet hiver. Et Bed, ça m'inspire parce que je vois pas meilleur que moi. Et ce qu'il a réussi à faire avec l'Aprilia, respect. Bon, l'Aprilia est certainement très bonne, mais il sait la piloter et il a appris à la piloter. Et il a trouvé sa méthode. Et j'aimerais bien trouver ce genre de méthode pour pouvoir performer comme il a terminé sa saison. Parce que pareil, il avait un rôle de second en début d'année, avec Martin qui s'est blessé, il est devenu le leader. Et maintenant, il y a pas photo. Donc ça, ouais. Subbeds, ça m'a bien impressionné et ça m'inspire pas mal. Alex Marquez, respect aussi, hein, 2 frères comme ça, premier et deuxième du meilleur championnat moto, c'est juste exceptionnel. Mais Alex, il a réussi à rester à exploiter au mieux tout ce qu'il avait. Et mais en pur talent naturel, c'est pas lui le plus talentueux.
Voilà. C'est un bosseur, tu dirais? Il a réussi ouais, oui, énormément bosseur. Et là, il a réussi vraiment à tout aligner. Et ils se sont énormément tirés avec son frère. Toutes les premières courses, si son frère n'avait été pas là, je pense qu'il n'aurait pas aussi bien performé. Après, il a su prendre la responsabilité de dire allez, je performe même sans mon frère. Et du coup, il a quand même gagné, ou en tout cas, il était leader des courses sans qu'il y ait son frère. Mais ils sont hyper attirés en début d'année, et quand ils ont enchaîné 1-2, 1-2, 1-2 tout le temps. Et je pense qu'il n'aurait pas été si constant et il n'aurait pas pris autant de points si Marc n'avait été pas là. Ok, merci Avec pas été là. Johan. Michel, une toute dernière question, parce que je pense qu'il faut qu'on te libère rapidement là, Johan, non? C'est ça, hein? Yes. Non, mais écoute, merci d'avoir accepté notre invitation, Johan. Et puis, on se voit demain à Valence, encore. Très bien. Merci Bonne beaucoup, soirée. Johan. Merci à toi. Bonne fin de journée. Et puis surtout, bon test pour demain, pour préparer 2026. Et enfin pouvoir partir, je dirais, au repos et en décontraction. Merci beaucoup, Johan. Allez. Voilà, on va continuer donc ce débriefing en remerciant une nouvelle fois Johan Zarco de sa disponibilité, et on va justement continuer un petit peu dans son analyse générale de la saison en revenant marque par marque sur ce championnat 2025. Et Thomas, si on se fie aux chiffres et évidemment au titre de Marc Marquez, Ducati reste encore une fois la référence sur cette saison. C'est sûr qu'en termes de chiffres, ça ne manque pas, puisqu'on a toujours, là, on est sur une saison avec 22 grands prix, mais 17 victoires pour Ducati cette saison. Par contre, là où c'est intéressant de remarquer, c'est que par rapport à la saison passée, en fait, Ducati avait trusté quasiment toutes les places sur le podium. Il y a eu que 7 places sur le podium qui ont été occupées par d'autres marques, KTM et Aprilia l'an passé. Mais cette année, là, on remarque qu'il y a un petit bouleversement de la hiérarchie avec notamment là, on est sur une bonne performance des Aprilia qui est montée sur le podium à 11 occasions. Ensuite, on a KTM, Honda, Yamaha. Donc là, vraiment, tous les constructeurs sont montés sur le podium cette saison, ce qui n'était pas le cas l'an passé. Et Daligna, qui l'a clairement dit là sur les 2-3 derniers Grands Prix, il faut qu'ils se réveillent, qu'ils se reposent pas sur leur laurier, parce que en fait, les autres constructeurs commencent à monter très fort. Et alors, bien sûr, on a Aprilia en tête, puisque ces dernières saisons, c'était plutôt KTM qui était vice-championne. C'était la moto qui était performante. Là, l'Aprilia revient. KTM a pris un bon coup de boost en deuxième partie de saison grâce à Pedro Acosta. Et puis surtout, on va pas oublier le podium de Fabio Quartararo à Jerez, mais aussi plusieurs podiums de Joan Mir, la victoire de Johan Zarco pour Honda. Donc tous les constructeurs commencent à remonter, et ça, c'est le système des concessions qui commence à porter ses fruits. Michel, ton analyse sur la saison Ducati? Bah écoute, on a encore la triple couronne, donc succès total, même si Aprilia a fini fort. En revanche, qu'est-ce qu'on voit? Que la réussite cette année est beaucoup liée à Marc Marquez. Alors on a beaucoup parlé l'an dernier de l'intérêt pour Ducati d'avoir Marquez, parce qu'on rappellera que la signature de Marquez a entraîné quand même le départ de Martin chez Aprilia, le départ dans une moindre mesure, celui également de Bezzecchi chez Aprilia, et le départ de Pramac surtout chez Yamaha. Donc en récupérant le meilleur pilote, parce que là on est tous d'accord pour le dire, aujourd'hui Marc Marquez demeure le meilleur pilote du plateau, quelque part Ducati s'est affaibli par ailleurs et a surtout renforcé ses adversaires, et notamment Aprilia. Donc on peut imaginer que si Bezzecchi était resté chez VR46 ou était passé dans l'équipe Pramac avec une moto d'usine, Aprilia n'aurait pas eu le résultat qu'ils ont eu cette année. Donc Ducati se retrouve un peu dans une position de dépendance aujourd'hui avec Marquez, sachant que le gros point noir de cette saison pour Ducati, c'est Bagnaia. On en parlait avec Thomas, qui me rappelait hier soir qu'il avait quand même gagné 11 Grands Prix l'an dernier, et cette année il en a gagné 2. Donc voilà, Pecco a été transparent cette année, et du coup ça coûte énormément. Une fois que Marquez blessé, alors blessé, on rappellera que c'est quand même pas de son fait s'il a raté les 5 derniers Grands Prix, mais c'est
c'est une erreur de Bezzecchi qui lui a valu d'être blessé à nouveau à l'épaule. Donc c'est une très belle saison pour Ducati, et surtout avoir permis un titre avec Marquez. Je pense que c'est quand même pour Dalinia, on a bien compris qu'avoir avoir le meilleur pilote sur sa moto, c'est évidemment très très important en termes de marketing, c'est très important. Mais quelque part Ducati, petit bémol, c'est un peu affaibli en renforçant ses adversaires. Ouais, pour revenir sur ce que tu disais, Michel, et puis pour aller vers Thomas, hein, Marc Marquez à lui seul, c'est 11 victoires en Grand Prix, 14 victoires en sprint. Alors la question qui est presque sous-jacente à ce que tu viens de dire, Michel, c'est est-ce que Ducati ne va pas renouveler, entre guillemets, l'erreur qu'on attribuait à Honda, c'est-à-dire de tout miser sur un seul pilote? Thomas? Non. Vas-y Michel. Vas-y Michel, vas-y. peu importe. Non, moi, mon sentiment, non, malgré tout, parce qu'on a quand même eu victoire d'Aldeguer. On a un Alex Marquez qui a joué devant aussi. Donc, on voit bien que contrairement à ce qui s'est passé avec les années Honda où il y avait que Marquez qui savait utiliser cette moto, c'est pas le cas aujourd'hui. Simplement de très très bons pilotes qui étaient dans la famille Ducati, mais bon, quelque part on reprochait aussi à Ducati d'avoir 8 motos avec tous les meilleurs pilotes, donc c'est aussi bien, on va pas se plaindre non plus que le plateau soit plus équilibré aujourd'hui, mais on voit que, enfin, encore une fois, là, c'est l'année désastreuse de Bagnaia qui renforce cette impression qu'on doit tout à Marquez. Si Pecco avait été performant comme il était l'an dernier, c'est-à-dire que s'il avait assuré des places des victoires, des podiums, des deuxièmes places, là c'est cette année, là il fait une saison, il est par terre à toutes les courses. Alors de son fait ou pas de son fait, c'est vrai qu'il y a eu aussi une énorme part de malchance. Enfin voilà, c'est une saison catastrophique. Il faut espérer que l'année prochaine, on retrouve le Pecco de 2024. Alors, Thomas, on va passer à Aprilia maintenant, hein, puisque tu l'as un petit peu exprimé. Aprilia, finalement, j'allais presque dire, on les attendait pas finalement à si bonne place. Et puis au final, il y a deux choses en une qu'il faut peut-être reconsidérer chez Aprilia. C'est, on attendait Martin, avec ce qui s'est passé, c'est Bezzecchi qui s'est affirmé. Et au final, si on voit sur la fin de saison, entre les 3 victoires de Bezzecchi, la victoire de Raúl Fernandez, cette Aprilia, elle prend date pour l'année prochaine en quelque sorte, non Thomas ? Oui, tout à fait. Maintenant, l'Aprilia, elle a montré qu'elle était rapide sur plein de circuits. Maintenant, si tu veux, il y avait toujours des circuits, les circuits où en fait, on en parlait quand après Portimao, où c'est souvent les circuits où il y a des grandes courbes rapides, où l'Aprilia faisait la différence. Maintenant, on l'a vu notamment là ce week-end à Valence sur un circuit très étroit où elle arrive aussi à faire la différence. Après, je vais mettre 2 points sur les performances d'Aprilia cette année. Je pense que Michel va être d'accord avec moi sur le premier point. C'est aussi l'arrivée ou le remplacement de Romano Albesiano par Fabiano Sterlachini, qui a aussi dû mettre un coup de boost au même titre que Romano Albesiano du côté de chez Honda, du côté de chez Aprilia. Donc je pense que ça a dû pas mal aider. Alors on dit pas je vais pas dire qu'il a révolutionné la moto, clairement pas, parce qu'il est pas arrivé avec une nouvelle moto directement, mais par contre il a dû peut-être mettre en place des pièces des pièces de l'échiquier pour faire en sorte que ça aille beaucoup mieux. Et ensuite, je pense que l'ambiance qu'il y a dans le box à Aprilia rend serein aussi tout le projet, en fait, malgré les tensions qu'il y a eu en début de saison, avec Martin qui voulait partir, le fait que Martin était blessé, que ça a été compliqué. Et Massimo Rivola, clairement, a été, je pense, le chef de file qu'il fallait pour faire en sorte que le projet continue à briller et ne tombe pas dans une spirale négative. C'est comme ça que je le vois. Après, voilà, c'est mon interprétation de cette saison d'Aprilia qui fait que tout s'est bien mis autour de tout ce projet-là avec des personnes clés comme Rivola ou Sterlachini. Michel, un petit mot sur Aprilia. Est-ce que c'est le principal rival pour 2026 désigné pour Ducati ? Ça, je pense que ça fait aucun doute. On voit bien que si on a eu des performances de KTM, c'est grâce à Acosta, qui est clairement un des 3 meilleurs pilotes aujourd'hui. Johan nous l'a bien dit tout à l'heure.
Ouais, cette Aprilia, elle continue à progresser. Et je pense qu'effectivement, Sterlachini, alors Sterlachini, c'est pas l'ingénieur qui développe la moto. Par contre, un peu à l'image de Daligna, c'est quelqu'un qui sait choisir les personnes, qui sait choisir. Enfin, le groupe de Noal est très performant. Il y a des ingénieurs. Je pense que Rivola a fait venir aussi des ingénieurs de la F1. Et ils ont constitué un groupe de travail extrêmement performant. L'aéro, je pense qu'aujourd'hui, l'aéro l'Aprilia, il est au-dessus de l'aéro de la Ducati. Il y a vraiment un groupe de travail de qualité. Et la force de Sterlachini, et c'est ce qui avait aussi permis de faire progresser KTM avant que les Autrichiens ne trouvent qu'il y ait trop d'Italiens chez eux. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un voilà qui sait faire travailler les gens ensemble, qui sait analyser les performances, qui sait prendre le temps Et c'est exactement la force de Daligna, quoi. C'est optimiser les qualités de chacun et de créer une ambiance aussi hyper positive. Et il s'est créé aussi une connexion entre Sterlachini et Bezzecchi. Quand tu parles avec Fabiano de Marco, il est dithyrambique, quoi. Il dit que c'est un pilote qui est énormément intelligent, travailleur, qui est capable de donner beaucoup d'informations. C'est pas Bezzecchi qui développe la moto. Ça n'a jamais été un pilote qui développe la moto. En revanche, un pilote qui donne de bonnes informations, qui a un bon ressenti, c'est ce qui aide aussi les ingénieurs à travailler dans le bon sens. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Bezzecchi. On soulignera que malgré l'absence de Martin, on attendait tous de Martin, champion du monde en titre, il n'a pas été là, mais malgré ça, la moto a progressé et il y a eu 4 victoires. C'est la meilleure saison d'Aprilia en MotoGP. C'est la première fois que Bezzecchi qu'il y a un pilote Aprilia qui remporte 2 grands prix d'affilée aussi. Ça, faut le souligner. Voilà, Fernandez, la structure Trackhouse Racing avec Brivio aussi commence à mieux travailler également. Donc c'est vrai que c'est un ensemble de choses qui fait que clairement, si Ducati est challengé l'an prochain, ça sera par Aprilia, à moins qu'il y ait on peut espérer aussi Honda. Hein, on a vu Honda progresser. Par contre, sans vouloir faire d'ombre, enfin de manquer de respect au pilote Honda, on sent qu'il manque clairement un pilote de pointe chez Honda pour aller matcher, pour aller chercher cette victoire, quoi. Un dernier point sur Aprilia, je te passe la parole en premier, Thomas, puis après Michel reviendra éventuellement dessus. Justement, l'éclosion de Bezzecchi, quelle place maintenant pour Martin pour la saison prochaine? Comment vous voyez cette cohabitation? Moi, je pense que ça va pas changer. En fait, je pense qu'il y a maintenant je pense que Martin l'a très bien compris. Hein. Il a très bien compris qu'aujourd'hui, même s'il a son mot à dire, son titre, malheureusement, il peut plus trop s'en servir pour dire que c'est lui qui va être le chef de file chez Aprilia. C'est pas le cas. Mais je ne pense pas qu'il y ait cette hiérarchie qui va se mettre en place chez Aprilia. Je pense pas que Bezzecchi, comme le dit Michel, est le pilote qui va porter le développement de cette Aprilia. Je pense que ce sera de concert avec tous les pilotes Aprilia. C'est vraiment un projet d'équipe, c'est pas un projet autour d'une seule personne, d'un seul pilote. Et puis voilà, je pense que en termes de pilotage, en termes de style de pilotage, je pense que Bezzecchi et Martin peuvent en tout cas jouer sur le même tableau. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que leur style est pour moi très très similaire et je pense que ça peut faire en sorte que ça fonctionne. Même si Michel n'est pas d'accord. Michel, je suis pas tout à fait d'accord sur la comparaison des styles de pilotage, parce qu'on voit bien que Martin a encore du mal à s'adapter à ce que réclame aujourd'hui l'Aprilia, mais bon, il a très peu roulé avec. Enfin, pour moi, le principal point d'interrogation, ça va être pas la motivation, mais dans quel état à la fois physique et psychologique Martin va pouvoir attaquer la prochaine saison. Il était là ce week-end, il a fait 4 tours, il s'est arrêté, c'était prévu, l'équipe l'avait demandé. Physiquement, il n'est pas rétabli. Il a dit si je tombe, mon corps n'acceptera pas une nouvelle blessure. Donc bon, il est encore en phase de convalescence. Néanmoins, on sent qu'il est. Je veux dire, cette saison, elle l'a marqué, l'a vraiment éprouvé physiquement. Il y a eu l'enchaînement, les fractures de la main, les vertèbres, les côtes, la clavicule. Il s'est quand même massacré. En 2021, il avait déjà eu de lourdes blessures. C'est un pilote qui commence à avoir un passif. Un passif. Il y a pas mal de blessures qui s'empilent les unes sur les autres. Donc forcément, au-delà de la forme physique et de son état physique, il sait qu'il a une nouvelle grosse blessure pour avoir des conséquences dramatiques.
Il a été champion du monde. Il a un peu atteint les objectifs qu'il s'était fixés. De quelle manière il va vouloir prendre des risques supplémentaires et se motiver pour retrouver son meilleur niveau, ça va être the question mark, comme disent les Anglais, pour le début de saison 2026. Après, il ne faudra pas oublier que sur cette saison 2026, tu l'as évoqué avec Johan tout à l'heure, pour l'instant, 2027, il n'y a que 2 pilotes qui sont assurés de leur place. Donc ça va aussi certainement remuer un peu tout le plateau et agiter tout le plateau tout au long de la saison. On passe à KTM maintenant, si tu le veux bien, Thomas. KTM, là, par rapport à ce qu'on vient de dire sur Ducati et sur Aprilia, une moto qui est encore perfectible et qui est surtout, alors j'allais dire portée que par un pilote, c'est-à-dire par Acosta, ça on peut pas le nier sur la fin de saison. Par contre, ce qui est dommage, c'est que Maverick Viñales se soit blessé, parce qu'en début de saison, c'était vraiment lui qui portait aussi la marque autrichienne. Oui, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que cette saison de KTM a été quand même marquée en début de saison par la volonté. Enfin voilà, c'est toute cette inconnue qu'il y avait autour de KTM, le constructeur, le fait qu'il y ait eu aussi quelques pilotes, notamment Pedro Acosta, qui commençait à regarder un peu ce qui se passait ailleurs, une frustration qui a pu naître aussi dans son esprit, comme Bastianini, qui lui s'est fait écarter, parce que tu disais, Michel, tout à l'heure que Bezzecchi s'était fait écarter de chez Ducati, que Martin s'était fait écarter de chez Ducati, mais il y avait aussi Bastianini qui a aussi perdu son guidon Ducati pour atterrir dans un team. Alors, cette notion de team satellite existe de moins en moins, dans le sens où tous les pilotes maintenant disposent quasiment des motos d'usine, mais d'atterrir chez Tech 3, forcément, quand tu passes du rouge au orange dans un team satellite, je pense qu'il a dû y avoir aussi une frustration du côté de chez Bastianini. Donc je pense que le projet, déjà en lui-même, sur le début de la saison, a quand même pris du plomb dans l'aile. Mais après, une fois qu'il y a eu les bonnes nouvelles qui sont tombées, là on a vu un peu un regain de performance, et puis surtout Acosta qui a trouvé les clés de cette RC16 à partir de la mi-saison, en jouant sur l'électronique, en jouant sur son style de pilotage. Et donc qui a réussi à la faire marcher. Et c'est vrai que c'est le seul aujourd'hui qui arrive à la faire marcher. Quand on voit les autres pilotes KTM, bon, bien sûr, en delà des blessures de Viñales, c'est plus compliqué. Donc voilà, il y a une stat qui est intéressante, c'est de se dire que depuis que il est chez KTM, Pedro Acosta, il n'a jamais été battu par son coéquipier en qualification. Donc c'est-à-dire que 42 courses de suite, il a toujours été devant son coéquipier. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce projet, comme pour à chaque fois on le répète à chaque émission, il y a toujours un fer de lance dans chacun des projets. Et effectivement, chez KTM, c'est clairement Pedro Acosta. Et sans Pedro Acosta, je pense que KTM serait vraiment perdition. Michel, ton regard sur KTM, sur cette saison? Merci Acosta. Sans lui, voilà, bon, merci. Non, mais bon, voilà, Acosta est on l'a dit, des 3 meilleurs pilotes aujourd'hui du plateau. Il fait des trucs incroyables et on voit bien, il le dit. Alors, ce qui a changé, c'est lui, c'est son discours. Aujourd'hui, on sent qu'il se force à être positif, à dire voilà, je fais le maximum. Il a un peu le même discours que Quartararo, mais en mettant un peu plus les formes, quoi. C'est-à-dire qu'il dit moi, je suis là, je fais le mieux possible, mais voilà, cette moto, en gros, maintenant, c'est aux ingénieurs de la faire progresser, parce qu'on peut pas en attendre plus. On le sait, elle consomme trop les pneus, elle manque de motricité, les sorties de virage sont difficiles. Voilà, son point fort, c'est la stabilité au freinage. Mais après, elle est en difficulté. On l'a vu encore la course hier. Sur un tour, il arrive à faire quelque chose. En sprint, il peut espérer le podium, mais voilà, dès que on double les tours, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on connaît les problèmes financiers qui ont un peu rendu la première partie de championnat un peu chaotique, avec des pilotes qui savaient pas s'ils allaient avoir un guidon la saison prochaine, qui regardaient ailleurs. C'était voilà, Costa, etc. L'année prochaine, on peut imaginer que ça va être la même chose. On peut imaginer qu'Acosta va être beaucoup préoccupé par 2027, donc chercher une moto pour gagner en 2027. Donc est-ce qu'il sera autant impliqué qu'il a pu être cette année parce qu'il voulait se faire remarquer pour trouver justement rester une valeur, un pilote de choix pour une usine, pour une autre usine. Donc ces questions-là. Qu'est-ce que va être l'avenir de KTM? On entend dire aujourd'hui que finalement ça pourrait être acheté par CF Moto. On sait que les Chinois, voilà, on l'a vu
On l'a vu à Milan, les marques chinoises commencent à prendre de plus en plus d'importance. On peut imaginer que cette envie de coloniser la moto va se reporter sur le sport et certainement le MotoGP qui est une vitrine. Donc voilà, la manière de KTM reste floue. Donc on peut imaginer que l'an prochain, il va y avoir encore des turbulences avec est-ce que le team Tech 3 va rester chez KTM en 2027? Ça non plus, c'est pas évident. Voilà, on sait que Hervé Poncharal passe la main à Günther Steiner et Richard Coleman. Ça va être à eux de prendre la décision, mais moi je pense que si Tech 3 n'avait pas été vendu, il n'y aurait pas eu de KTM en 2027 chez Tech 3. Juste une dernière chose, Thomas, CF Moto, c'est par rapport à ce qu'on entend dire, c'est crédible, sachant que eux ils sont sponsors de Moto 2. Qu'est-ce que ça peut, sur quoi ça peut déboucher en quelque sorte, parce que c'est toujours un peu flou, et puis il y a toujours un peu d'inquiétude quand on se dit les Chinois débarquent. En fait, ils rachèteraient simplement la branche sportive de KTM, hein, c'est ça l'histoire. C'est surtout la partie, le projet, la structure MotoGP. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se dit. Après, c'est surtout racheter les motos en elles-mêmes pour commencer une saison autour de motos qui fonctionnent, et ensuite, après, peut-être arriver avec leur propre moto, c'est-à-dire avec développer une moto from scratch pour, je sais pas, on peut dire 2028, 2029. Pour l'instant, on parle que on fait des plans sur la comète, mais toujours est-il que oui, je pense que CF Moto va débarquer au même titre que d'autres constructeurs, comme on a pu le voir en Supersport, notamment avec QJ Motor ou avec ZX Moto qui arrivera la saison prochaine, notamment avec Valentin Debise. Voilà, il y a toute ce marché qui arrive, donc forcément, ça va débarquer à un moment ou d'autre en vitesse, ça c'est sûr, en tout cas en Grand Prix. Alors, on reste avec toi, Thomas, parce qu'on va évidemment parler de l'autre japonais, Yamaha. Compliqué, très très compliqué de trouver des explications rationnelles, parce que on l'a dit tout au long de la saison sur nos débriefs, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup on s'attend au pire, finalement c'est l'exceptionnel, avec cette victoire qui lui tendait les bras à Silverstone pour Fabio Quartararo. On va pas se mentir, c'est l'une des plus mauvaises saisons de Yamaha, et ce projet V4 qui attise à la fois les attentes, et finalement qui suscite aussi un peu de crainte et d'ambiguïté dans tout ça, quoi. Oui, c'est sûr qu'on attendait, enfin moi personnellement j'attendais en termes techniques plus d'évolution de la part de Yamaha que de la part de Honda, et ça a été l'inverse. Encore une fois, le projet, j'aime bien utiliser ce mot-là depuis tout à l'heure, mais Yamaha est porté par Fabio Quartararo, on le sait, lui il est très rapide sur un tour, il arrive à faire la différence en pole, en qualification pour faire des pole positions, on l'a vu, plusieurs pôles de suite, des premières lignes. Par contre, quand il s'agit de rouler en course, c'est beaucoup plus compliqué, il n'arrive pas à rouler en paquet, à rouler en groupe, à essayer de prendre l'avantage, même s'il peut avoir des performances. Il a eu des évolutions moteurs durant la saison qui lui ont permis d'éviter d'être distancé à chaque fois en ligne droite et de devoir tout compenser au freinage. Ça ne fonctionne pas. Ils ont même dû réduire la puissance pour qu'ils puissent exploiter cette moto. Voilà, il y a encore du travail, et maintenant on a eu la confirmation officielle hier, comme quoi le V4 serait en 2026. Donc Fabio hier soir disait que il a quand même gardé le 4 en ligne pendant le test demain pour faire des comparaisons. Mais si la décision a été prise par le Japon de passer au V4, l'année prochaine, il n'aura pas le choix, même au test de Sepang, de se dire je reste sur le 4 en ligne. Voilà. Donc ça va être à la fois intéressant de voir ce qu'ils sont capables de faire d'ici la saison prochaine avec le V4, mais aussi ça va être à double tranchant pour Yamaha, parce que qui va arriver en période de tractation, et comme il l'a dit Fabio, il y a encore quelques grands prix, il n'a plus le temps d'attendre. Voilà. Michel, ton analyse sur Yamaha. Et par contre, je suis quand même surpris que ce que tu viens de dire, Thomas, c'est que demain, Fabio va jongler entre le 4 cylindres en ligne et le V4. Vas-y, Michel, vas-y. Oui, non. Écoute, tu dis la plus mauvaise saison de Yamaha, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce qu'ils ont quand même marqué. Fabio, finalement, cette saison est meilleure que la précédente. Il a marqué beaucoup plus de points. Il y a des pole positions.
Voilà, c'est pas une bonne saison, mais c'est pas non plus plus dramatique que l'an dernier. Voilà, maintenant V4 l'année prochaine, on voit bien que cette moto elle est pas prête, elle sort, c'est ses débuts. Ça va être compliqué évidemment. Alors pourquoi ils gardent le 4 en ligne aussi demain dans le garage? Bah, c'est pour faire un peu des comparaisons, parce qu'ils ont besoin d'étalonner un petit peu cette nouvelle machine. Voir a priori le train avant fonctionne pas très bien, ce que disait Augusto Fernandez, donc je pense qu'ils veulent faire des comparaisons avec Fabio pour avoir des datas, hein, voilà, de comparables. Maintenant, c'est sûr que on imagine mal comment cette machine va pouvoir jouer devant l'an prochain, quand on voit le temps que ça prend pour Honda, qui utilise un V4 depuis le départ, hein, depuis le 800, depuis qu'ils ont abandonné le V5. L'expérience qu'ils ont, les moyens qu'a Honda, on voit bien comment c'est compliqué de faire progresser cette moto. Donc c'est sûr que pour Yamaha qui part d'une feuille blanche, on voit pas comment ça va pouvoir faire mieux que Honda l'année prochaine. Donc on s'attend pas à un miracle, quoi. Surtout qu'en plus, il faudra aussi, en parallèle, mener le développement de la moto 2027. Et c'est là où on a du mal à voir un petit peu le process. Parce que comme tu le dis, Michel, s'ils ont déjà pas mal de mal avec ce nouveau V4 en 1000 cm3 pour une seule saison, comment ils vont arriver à mener ces deux projets? Parce que c'est ça aussi l'ambiguïté du choix de Yamaha, c'est qu'il faut être suffisamment performant l'année prochaine pour tenter peut-être de conserver Fabio, mais moi ça j'y crois pas vraiment, ou en tout cas d'attirer un autre pilote vedette, et en même temps préparer un projet 2027 qui va être encore là aussi un petit peu compliqué, parce qu'on ne sait pas où on va, et tout le monde sera sur un pied un petit peu d'égalité. Bah, le problème, Eric, c'est qu'ils sont convaincus, ils ont fait des analyses et des simulations, ils sont convaincus que pour le moteur 850, ils font un V4. Donc à partir de là, ils doivent concevoir un V4 pour 2027. Ils savent très bien que leur 4 cylindres en ligne, il est au bout de son développement, donc le conserver l'année prochaine, c'est refaire la même saison que cette année. Donc est-ce qu'il vaut pas mieux prendre le risque de faire une plus mauvaise saison l'an prochain que 2025, mais en obtenant des données avec une machine, une configuration moteur qui va les aider à développer 2027. Tu vois, en gros, c'est faire un pas en arrière pour en faire deux en avant plus rapidement. C'est un peu alors se dire que il faut à tout prix plus performer l'année prochaine pour regarder Fabio Quartararo. Je pense que ça serait se focaliser là-dessus, ça serait une erreur. Ça serait une erreur. Après, il y a que Saint-Marc sur le plateau. Rien ne dit encore que Fabio va partir. Je veux dire, il y a effectivement il faut trouver la bonne place, il faut trouver le bon salaire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui. Et puis, si Fabio s'en va, on peut imaginer qu'Yamaha peut récupérer encore un bon pilote pour progresser en 2027. De toute façon, je pense pas que l'ambition de Yamaha, ça soit de se dire on va se battre pour le titre en 2027. Donc là, ils sont dans une phase de reconstruction. Je pense qu'ils sont plus à un horizon 2028-2029 pour jouer la victoire. Ok, très bien, messieurs. Bah, écoutez, merci beaucoup. Demain, donc, les tests pour lancer 2026. Thomas, quelques indiscrétions éventuellement. À quoi on peut s'attendre, hormis évidemment l'attraction Toprak Razgatlioglu qui sera évidemment sur le V4 Yamaha. Est-ce qu'il y a d'autres petites fuites qui te sont parvenues jusqu'aux oreilles pour les essais de demain? En termes techniques, pas grand-chose. On sait les numéros, par contre, de Toprak Razgatlioglu et de Diogo Moreira. Mais sinon, non. Après, moi, honnêtement, je m'attends pas non plus à de grosses nouveautés demain, notamment de la part de Ducati, parce que de toute façon, ils sont bridés par le développement. Il n'y aura pas non plus de grosses évolutions. Ce sera pas une révolution, cette GP 26, qui sera pour moi une GP 25.2, quoi. Voilà. Puis après, si on va voir sur les autres constructeurs, donc notamment du côté de chez Honda, j'ose imaginer qu'il va y avoir de l'aéro, un peu de peut-être moteur, peut-être autre chose, mais pour moi, il n'y aura pas de grosse révolution. Après, j'espère me tromper, parce que tu sais que j'aime bien errer dans la pitline pour voir des choses techniques, mais
je ne m'attends pas à de grosses évolutions puisqu'on arrive sur une saison de transition et que ce sera plutôt sur les tests sur lesquels on aura le droit peut-être d'intervenir, de participer la saison prochaine, les tests Pirelli, mais les tests des 8,5, où il y aura vraiment des choses intéressantes à voir. Là, je pense que cette année, ce sera plus calme. Merci messieurs, merci pour votre présence tout au long de cette saison 2025. Tollback GP ne s'arrête pas pour autant pendant l'intersaison parce qu'on va vous proposer des émissions spécifiques. Et puis la première, ça sera dès demain soir, mardi, puisqu'on fera avec Thomas et Michel un débrief peut-être un petit peu moins concis que celui de ce soir sur les tests qui auront lieu demain. Et puis demain, on vous proposera également un jeu concours en plus de celui qui est actuellement à l'affiche de notre page Fastlane TV sur YouTube, parce que Michel Turcot, vous le savez certainement, et Thomas Morcellino, préparent les cadeaux de Noël. Alors, Thomas demain nous présentera son livre. Alors, tu peux nous rappeler le titre, Thomas ? Le grand livre de la moto, avec l'évolution de la moto de 1900 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et puis Michel Turcot, ça, si vous suivez Michel sur les réseaux, vous avez vu, parce que il a inondé les box, il a inondé le paddock à Valence. D'ailleurs, il était VRP à Valence, Michel, parce que tu as sorti un nouveau livre sur Marc Marquez, et regardez, en bon VRP, il a avec lui son bouquin. Voilà, donc Marc Marquez, le titre, Michel, rappelle-nous, c'est plus qu'un chiffre, hein, c'est ça ? Ce titre compte plus que les autres. Voilà, c'est récit de la saison et puis évidemment récit aussi de la carrière du nonuple champion du monde. Très bien, merci beaucoup messieurs. On se retrouve donc demain soir, et donc demain soir, on vous posera les questions pour gagner à la fois le livre de Michel et à la fois le livre de Thomas Morcellino. Et n'oubliez pas que on vous propose depuis aujourd'hui le jeu concours de notre partenaire Shoei pour gagner un casque Shoei Alex Marquez Replica. Tout ça, ça se passe sur la chaîne Fastlane TV sur YouTube. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, mille merci à Johan Zarco pour sa disponibilité. Et on se retrouve demain soir pour le débrief des tests pré-2026. Bonne fin de soirée.